Alors évidemment, vous venez de le dire, la question que beaucoup se posent, ce convoi de la liberté prémisse du retour des Gilets jaunes. Le gouvernement a-t-il raison de craindre un nouveau mouvement d'ampleur? Le débat est ouvert et on attend évidemment aussi vos avis sur le compte Telegram d'RT France. C'est l'heure donc de notre décryptage. Et avec nous, pour en parler sur ce plateau, Éric Revel, éditorialiste RT France. Bonsoir Éric, merci d'être avec nous. À nos côtés également, Nicolas Vidal, éditorialiste RT France. Vous aussi, Nicolas Vidal, bonsoir. Franz Quatrebeuf, délégué départemental du MoDem dans le Nord. Bonsoir Franz Quatrebeuf, merci d'être là. Alors, Nicolas Vidal, vous suivez ce mouvement. Vous serez d'ailleurs demain au départ de Lyon. Dans votre émission radio, d'ailleurs, vous avez reçu aussi des Canadiens qui ont participé à ce mouvement initial au Canada. Comment vous définiriez justement ce mouvement ? Oui, Stéphanie Murul, c'est extrêmement intéressant. On avait suivi les Gilets jaunes, bien sûr, la passerelle peut se faire. Et la question centrale que je me pose, moi, en recevant effectivement les Canadiens, les Québécois et maintenant les porte-paroles de Convoi France, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique, c'est l'aspect populaire. Et la question que je me pose depuis le début, je ne vous le cache pas, je pense qu'elle est à double niveau et surtout un niveau supérieur à tout ça, au-delà des restrictions sanitaires, au-delà de cette révolte-là, cette lassitude, pour reprendre les mots de Gabriel Attal. Ce qui se pose comme question, c'est pourquoi ce convoi de la liberté se fait-il à 2 mois de la présidentielle? Parce qu'on pourrait se dire, les gens pourraient attendre les 2 mois et finalement estimer qu'il faut changer de président de la République et de gouvernement pour avoir des libérations de mesures. Mais aujourd'hui, je pense que la question est beaucoup plus profonde que ça. Pour moi, le convoi des libertés, au-delà de la crise sanitaire, c'est aussi la faillite démocratique de la classe politique. Pourquoi? Parce que la plupart des partis politiques ont perdu quoi? Ils ont perdu la fonction tribunicienne, finalement, de recueillir un suffrage important et de porter des voix qui sont dissidentes, bien entendu. Et ça me semble extrêmement important. Et finalement, on se rend compte que peut-être que les Français, parce qu'il faut le dire, Stéphanie Muru, les gens qui sont sur la route ce soir, un peu partout sur les aires d'autoroute et demain, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui les soutiennent et nous, on le voit dans les réseaux que nous avons, dans les appels que nous avons, dans les informations que nous avons. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne peuvent pas monter à Paris. Pourquoi? Parce qu'ils ont du travail, mais aussi, notons-le, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça coûte cher de monter à Paris, bien entendu, se loger et tout. Donc, surtout qu'ils viennent en voiture et il y a le prix du carburant. On va vous redonner la parole, évidemment, essayer de comprendre ce mouvement qui est un petit peu nouveau, en tout cas pour nous. Éric Revel, il faut s'attendre à un mouvement de grande ampleur, selon vous, à l'instar de ce que nous disait Nicolas Vidal. Il y a vraiment une colère qui gronde. Il y a plusieurs origines à ce mouvement potentiel. Il y a, on parlait de déficit démocratique, il y a le pass vaccinal, mais dont on sait qu'il va être sans doute supprimé dans quelques semaines, juste avant évidemment l'élection présidentielle, mais il y a aussi la question du pouvoir d'achat globalement. Et en fait, ce mouvement peut se cristalliser autour de plusieurs thèmes. Celui des libertés, très bien, il s'appelle le convoi des libertés, mais aussi celui, qui s'affiche, mais aussi celui du pouvoir d'achat. Et ça, c'est une thématique extrêmement forte, je pense. La flambée du prix des carburants n'a fait que accroître cet écueil social pour le gouvernement. Et je ne sais pas si le mouvement va prendre ou ne va pas prendre, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il s'invite très clairement dans la campagne présidentielle. D'ailleurs, je n'imagine pas que le président de la République se déclare candidat avant de voir si ce mouvement prendra ou pas de l'ampleur. Après, il y a 2 hypothèses. Ce mouvement prend de l'ampleur et ça devient un sujet politique de premier plan pour le président de la République, qui non seulement devra proposer un projet, mais devra aussi expliquer son bilan. Et en termes de pouvoir d'achat, plusieurs rapports ont montré que les plus riches étaient plutôt enrichis en France, mais que les plus pauvres avaient décroché. Mais il y a aussi une autre hypothèse, c'est que si ce mouvement prend, Emmanuel Macron candidat, il aura besoin de solidifier sa base, et pour une partie de sa base, la fermeté peut être un driver important pour sa candidature. Beaucoup de gens se disent, mais si c'est, passez-moi l'expression, de nouveau un peu le bordel, etc., l'économie française, le chef de l'État va être amoindri. On peut voir les choses comme ça, mais on peut se dire aussi qu'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron et des Français en général sont plutôt pour l'ordre et la fermeté. Donc peut-être opposera-t-il, comme il l'a fait avec les débordements qu'on a connus sur le mouvement des Gilets jaunes, il opposera
à une manifestation qui prendrait de l'ampleur, la fermeté pour assurer son statut de chef de l'État. François Cotebreuf, on parle également des conséquences économiques, parce qu'on a vu ces cortèges, ces blocages au Canada. Là, on voit d'un œil un petit peu circonspect l'arrivée à Paris. Ça ferait certainement très mal à l'économie qui a déjà beaucoup souffert si ce mouvement devait prendre de l'ampleur. En tant que membre, d'une certaine manière, de la majorité, est-ce que vous êtes inquiet, vous ? Il est difficile de dire en l'état si effectivement ces convois s'arrêteront à Paris. Dans les déclarations que certains ont faites et que j'ai lues, y compris sur votre site, ils n'ont pas l'intention de bloquer la capitale, mais plutôt de la traverser pour se rendre à Bruxelles. Incidemment, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de souligner que les peuples sont souvent en avance sur certains de leurs leaders, puisque vous voyez que c'est à Bruxelles que dans un mouvement européen, les protestataires se réunissent. Ce pourrait être une leçon intéressante à méditer pour les souverainistes. Pour le reste, j'ai trouvé des propos tout à fait intéressants dans les deux intervenants précédents. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a incontestablement une crise démocratique et qu'il faut y remédier. Vous savez que le MoDem a fait un certain nombre de propositions et de longue date pour ce faire, particulièrement le fait qu'effectivement ça se produise dans la campagne présidentielle montre que malgré ce moment de démocratie, eh bien, il y a un certain nombre de Français qui ne se reconnaissent pas de façon anticipée en quelque sorte. Donc il faut vraiment s'en préoccuper dans le résultat quel qu'il soit au fond. La question du pouvoir d'achat qui, oui, sera centrale, évidemment, et il faut absolument travailler sur cette question du pouvoir d'achat des classes populaires. C'est très difficile aujourd'hui de vous dire ce qu'il va se passer, mais en tous les cas, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu avant de vous rejoindre sur ce plateau, c'est que, pour l'instant, en tous les cas, les intentions sont tout à fait démocratiques. Une dernière chose qui est intéressante, M. Ciotti a dit qu'il n'était pas d'accord avec ces manifestations, tandis que M. Quatennens, qui est parlementaire de la France Insoumise, lui appelle ses militants à y participer. Encore une fois, ce sont les populistes qui tentent de semer le désordre contre les valeurs démocratiques que nous partageons, même avec M. Ciotti, qui est un démocrate, même s'il est éloigné des positions politiques. Il y en a un autre, en tout cas, qui n'a pas l'air tellement d'accord, en tout cas qui ne minimise pas et se méfie, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter. Nous prenons les choses au sérieux. Ce qui est certain, c'est que nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout en accès à la capitale. Donc les moyens sont importants, la réponse de l'État sera extrêmement ferme si c'est le cas. Les policiers et les gendarmes sont très mobilisés et nous prendrons nos responsabilités pour ne jamais laisser entraver la liberté de circulation. Voilà, on voit que les convoyeurs de la liberté sont prévenus par le ministre de l'Intérieur. On a évidemment tous en tête ces manifestations avec les Gilets jaunes qui ne se sont pas toujours bien passées, notamment à Paris. Pourtant, comme on l'a dit, ce mouvement n'appelle pas à des actions de blocage. C'est très pacifique, c'est plutôt bon enfant d'après ce qu'on a pu lire. Pourquoi ce discours d'affrontement du gouvernement, Nicolas Vidal, selon vous ? Le gouvernement, il n'a tiré aucun enseignement de la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement n'a tiré aucun enseignement finalement de la perte du pouvoir d'achat, de la paupérisation, de la précarisation. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et d'ailleurs, vous le voyez bien. Gérald Darmanin, il parle de quoi? Il parle de l'Île-de-France et de Paris. Nous voyons bien là la fracture une nouvelle fois entre la France périphérique, la France des Gilets jaunes, la France qui est aux quatre coins du royaume de France et de Navarre, et le pouvoir en place, bien entendu. Et vous avez raison de le noter. Ces Français, sincèrement, que ça soit des Français, les Français qui sont actuellement sur les routes, ces Gilets jaunes aussi qui seront là, et des citoyens lambda, Français moyens, bien entendu, dont je fais partie, ils n'ont aucune aspiration révolutionnaire. Soyons très clairs. Ils n'ont aucune aspiration séditieuse ou factieuse. Donc je crois qu'il faut toujours revenir à ça malgré ces problèmes, c'est la hauteur de vue par rapport à ça. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, et ça m'avait inquiété avec les Gilets jaunes, bien entendu, que je connais bien ces mouvements, c'est vraiment la perte de confiance et la perte surtout de la légitimité politique. Et ça, c'est gravissime parce que c'est une faille dans notre démocratie qui aujourd'hui n'est pas résolue. Et on voit que la classe politique, même regardez M. Philippot, qui avait prévu, lui, qui a fait de grandes manifestations, finalement, on voit que là-dessus, lui-même, il est débordé finalement par ce mouvement citoyen. Donc on voit bien qu'il y a une fracture de plus en plus béante, une abysse, c'est abyssal, entre des millions de Français ou des centaines de millions de Français, partis immergés de l'iceberg, et la classe politique. Et ça, c'est
et le pouvoir en place ne comprend toujours pas la situation, même à 2 mois de la présidentielle. Alors, qui sont-ils, ces convoyeurs de la liberté? On va justement leur poser la question, on va leur donner la parole. On est en direct tout de suite avec Régine Briquez, retraitée, qui participe à ce convoi. Bonsoir madame, merci de nous apporter votre témoignage ce soir. Pourquoi avoir rejoint le mouvement? Parce que nous avons été traités de sous-citoyens par M. Macron. On va lui montrer qu'on n'est pas des sous-citoyens. Je voudrais déjà faire un rectificatif et vous lire le comité officiel de Convoi France. Ce sont les raisons pour lesquelles nous allons nous mettre à la périphérie de Paris. Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront aller dans Paris pour rejoindre les manifestations qu'ils souhaitent, puisqu'il y aura plusieurs manifestations. Le communiqué officiel, et il n'y en a pas d'autre, est: les citoyens entendent récupérer leur liberté, leurs droits fondamentaux, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation, à la culture, le respect des valeurs essentielles de notre Constitution, stop au sacrifice des enfants et de la jeunesse, cessons la maltraitance subie quotidiennement. Vous voyez bien que derrière ces revendications, nous ne parlons absolument pas des revendications qu'ont présentées les Gilets jaunes. Rémi, qui est notre responsable, et Nicolas, que j'ai vu en vidéo il n'y a pas longtemps avec Maria et Marisa, il sait très bien que ce mouvement est totalement pacifique et apolitique. Alors c'est vrai qu'il y a un homme politique qui a contacté un de nos responsables et il a dit on vous attend, Philippot a dit on vous attend, et là notre responsable a bien répondu non, c'est vous qui nous rejoignez de façon neutre. Il n'y a aucune tendance politique dans ce convoi. Régine Briquez, on a compris le message, pas de tendance politique, mais ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est beaucoup posé la question ici ou là de savoir si ce mouvement était un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Vous dites, ben non, nous, ce sont nos revendications, ce que vous venez de nous lire, le communiqué, sauf que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des anciens Gilets jaunes qui se sont greffés. On va d'ailleurs certainement les entendre, hein, on les a déjà entendus, notamment sur les questions du pouvoir d'achat. Ça, vous n'êtes pas vraiment d'accord, ou tout simplement c'est un mouvement qui semble peut-être échapper aux organisateurs et qui prend de l'ampleur avec d'autres revendications, d'autres mécontentements? Non, c'est une confusion qu'il y a dans les esprits, parce qu'il est vrai que les Gilets jaunes se sont beaucoup battus, mais le but, ce n'est pas les revendications des Gilets jaunes, même si elles sont justifiées. Mais normalement, il n'y a aucune revendication. Et c'est vrai que sur les réseaux, il y a une confusion. C'est pour ça que j'ai tenu à vous lire le communiqué officiel. Chaque personne va à cette manifestation. On va dire que chaque personne indépendante qui retrouve un ensemble de personnes. On ne parle pas politique du tout. Mais les Gilets jaunes, pour vous, se sont politisés, pardonnez-moi, mais c'était tout simplement au départ des simples citoyens français qui parlaient pouvoir d'achat. Ça veut dire que ça a été dévoyé selon vous et qu'ils se sont un peu politisés, et vous réfutez leur présence aujourd'hui? Non, je ne réfute pas du tout leur présence. On est très content qu'ils soient là, évidemment. Il faut savoir que les médias, moi je regarde tous les médias et je passe mon temps à calmer et à rectifier sur les réseaux, mentent absolument on mentit sur les Gilets jaunes pour les discréditer. Et comme ils essayent de discréditer, et ils appellent déjà, ils annoncent déjà des manifestations, mais je crois qu'à Paris, ils ne s'attendent pas à cet événement pacifique. C'est un événement pacifique et non politisé. On ne va pas pouvoir empêcher les banderoles. On ne va pas pouvoir empêcher des gens avec des revendications sur le pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'objectif principal de cette manifestation pacifique qui ne demande que le retour aux libertés. Merci en tout cas, Régine Briquez, de nous avoir apporté votre témoignage. Éric Revel, c'est assez intéressant puisque Régine Briquez fait partie effectivement de l'origine, en tout cas en France, de ce mouvement. Plusieurs choses à retenir dans ce qu'elle a dit. Oui, plusieurs choses à retenir. Ce mouvement se veut indépendant de celui des Gilets jaunes.
Ce qui est assez étonnant, c'est le moment où ça arrive quand même, parce que vous avez sans doute entendu Olivier Véran, je crois, ou le porte-parole du gouvernement expliquer que d'ici quelques semaines, on avait une clause de revoyure et que sans doute le pass vaccinal allait être mis de côté. Donc, si c'est juste sur la question des libertés et des contraintes sanitaires qui ont été imposées aux Français, on se demande pourquoi, à quelques jours, peut-être, à quelques semaines, ce mouvement prendrait une telle ampleur. Moi, je continue de penser qu'il peut y avoir une cristallisation très forte. Mais juste sur le déficit démocratique, si vous me permettez, Stéphanie. Oui. Tout à l'heure, le représentant du MoDem, pardonnez-moi monsieur, disait « Je suis d'accord avec cette analyse, il y a un déficit démocratique et nous, au MoDem, nous avons proposé beaucoup de choses. » Oui, votre leader, François Bayrou, a proposé beaucoup de choses et je pense notamment à la proportionnelle pour les élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. Mais de toutes ces propositions, Emmanuel Macron n'en a retenu aucune. François Leboeuf, votre réponse? Vous le déplorez, j'imagine? Oui, nous ne lâcherons pas, nous finirons bien par y arriver. Il faut quand même dire aussi que la vérité, c'est que les centristes sont assez seuls à réclamer, par exemple, la proportionnelle. Une grande partie de la gauche et plus encore de la droite y est hostile depuis toujours. Donc nous ne serons pas trop. Si M. Revel veut nous soutenir et nous aider, il est le bienvenu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une élection présidentielle et il y a des élections législatives. Quoi que va être le résultat de l'élection présidentielle, il y a des législatives derrière. Et des candidats qui seraient présents au second tour ou qui feraient des scores importants, qui soient de l'extrême droite, de la droite nationale ou de l'extrême gauche, pour beaucoup de Français, ça apparaîtra comme totalement anachronique, voire comme un sujet de colère supplémentaire, si tous ces gens-là, toutes ces voix-là, ces millions de voix, ne sont représentées que par une poignée de députés. Alors on va pas. C'était intéressant comme message, mais c'est vrai que le débat était davantage sur les convoyeurs de liberté. Vous, quand vous entendez Madame Riquez, voilà, nous dire bon, nous c'est sur les libertés, les gilets jaunes, dont on a bien compris effectivement qu'elles ne souhaitaient pas être récupérées entre guillemets. Mais est-ce que selon vous, ça, comme on le disait, ça ne couvre pas une colère plus grande? On a vu que voilà, envers et contre tout, des gilets jaunes sont en train de rejoindre ce mouvement. Hein. On va en parler d'ailleurs avec Nicolas Vidal après. Éric Revel a raison, évidemment. S'il s'agit uniquement des revendications que cette dame a présentées avec une conviction tout à fait sincère, au fond, fin mars, début avril, le problème serait réglé. Or, il faut être réaliste. Une grande partie des manifestants vont manifester pour des raisons liées au pouvoir d'achat et aux difficultés sociales. Donc, c'est aussi à celles-là qu'il faut répondre et il faut respecter leurs demandes, bien évidemment. Et je voudrais répondre à cet égard à votre autre éditorialiste qui disait « Gérald Darmanin n'a pas compris, il veut protéger Paris, il n'a pas compris que ça se passe en province ». Mais écoutez, je serai la semaine prochaine à Saint-Jacques-de-la-Mer, charmante bourgade des Côtes-d'Armor. Il me semble improbable que les convois de la liberté bloquent le centre de Saint-Jacques-de-la-Mer. De sorte que, évidemment, qu'on pense à Paris parce que les convois se dirigent vers Paris. S'ils se dirigeaient vers Saint-Jacques-de-la-Mer, on penserait à Saint-Jacques-de-la-Mer. Là, ça n'est pas un déni de reconnaissance de la province quand on songe à l'endroit où se dirigent ces convois. Nicolas Vidal, quand vous avez entendu effectivement cette dame nous parler de liberté, vous témoignez, il n'y a pas que ce mot d'ordre, n'en déplaise peut-être aux organisateurs initiaux de ce mouvement qui peut-être prend de l'ampleur et qui les dépasse un petit peu. Mais vous avez raison. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant le mouvement des Gilets jaunes, et j'ai fait plusieurs fois l'expérience, et pendant ce mouvement-là qui est en train de naître, c'est toute une partie de Français, finalement, qui se sont sentis citoyens. Ils sont redevenus citoyens. Pourquoi ils sont redevenus citoyens? Parce que finalement, quand on vous traite de sous-citoyens, quand Emmanuel Macron a cette phrase terrible, cette violence verbale envers des millions de gens, eh bien, il y a des gens aujourd'hui qui ouvrent les yeux et qui se disent « mais qu'est-ce qu'est être un citoyen ?» Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je vais vous donner une analyse. Je regardais tout à l'heure le début des convois, serait demain, mais j'ai un peu regardé, et vous voyez que finalement ça va très loin, parce que si vous regardez les marques des voitures, notamment sur le départ du convoi de Nice, vous voyez que les marques de voitures, elles sont celles de cadres supérieurs. Donc vous voyez bien que finalement il y a eu un basculement dans cette violence verbale qu'a eu Emmanuel Macron, qui est inadmissible, de dire des sous-citoyens, et il y a des gens aussi qui se sont réveillés, donc ça fait deux vagues entre les Gilets jaunes et cette crise-là. Il y a aussi ce basculement de gens qui étaient des Français, mais qui considéraient pas la vie publique finalement comme importante, et aujourd'hui, comme toutes les politiques, surtout ces mesures sanitaires, ils
ils se sont saisis de la question de la citoyenneté et aujourd'hui, ils montent vraiment à Paris ou d'un bout de chemin et peut-être à Bruxelles. Ça, c'est intéressant. On n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant. Mais finalement, ce mouvement est très, très large parce que les gens se sont sentis violentés. Ils se sont sentis abîmés, Stéphanie, sur cette notion de sous-citoyen. Et ça, pour un chef de l'État, c'est très, très grave. Il y a eu une grosse polémique, mais je pense qu'elle aurait dû être encore plus massive concrètement. Et aujourd'hui, nous avons ce convoi de la liberté aussi pour reprendre la dignité, la liberté, la dignité. Voilà. Éric Revel, c'est vrai que pourquoi Bruxelles ? On sait que beaucoup de décisions se prennent à Bruxelles, mais enfin quand on manifeste contre les libertés, c'est au niveau national que ça se fait. On a entendu d'ailleurs Gabriel Attal défendre son bilan en disant voilà, ça a été peut-être moins pire que dans les autres pays européens. Pourquoi Bruxelles ? Je pense que c'est assez intéressant parce que vous avez quand même tout un camp souverainiste en France qui défend l'idée que nous basculons peu ou prou dans une Europe fédérale. Que les Français savent qu'on transpose des directives bruxelloises dans les droits nationaux, donc dans le droit français, et ça me donne le sentiment, mais il faudrait les interroger, que aujourd'hui, c'est ce convoi de la liberté qui devrait donc se rendre à Bruxelles fait comme si, en fait, les décisions n'étaient plus prises par les pays, par les États, mais par la Commission de Bruxelles. Donc c'est tout à fait... Aurait-il mieux compris C'est tout à fait intéressant. Peut-être aussi que différents convois, parce qu'il se passe aussi à peu près la même chose aux Pays-Bas et dans d'autres pays, peut-être que tous ces convois veulent aussi converger vers un point central, ils ne vont pas traverser tous les pays, et que Bruxelles leur semble être le centre de décision incontournable. Mais c'est intéressant, au moment où on parle de souveraineté face à une Europe fédérale, de voir que ces gens vont s'y rendre. Et quand même une question qui n'est pas du tout cynique de ma part, mais on parle beaucoup de la question du pouvoir d'achat et de l'envolée des carburants. Il va quand même falloir que tous ces gens mettent beaucoup d'essence dans leur voiture s'ils veulent aller au bout de leur convoi. Effectivement, et ça risque de coûter cher. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter la réaction à propos de pouvoir d'achat et de carburant d'un ancien gilet jaune qui a réagi à ce mouvement de convoi de liberté. On écoute Éric Drouet. Si Macron est réélu, je pense que les gilets jaunes, ce sera encore pire que ce qu'il y a eu il y a 3 ans. Je soutiens le convoi de la liberté, mais je trouve que c'est un petit peu léger au niveau des revendications, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas en ce moment, plus que le pass sanitaire et toutes ces choses-là. Il y a l'essence qui flambe, plein d'augmentations, plein d'autres choses. France Quatrebeuf, ça va être un petit peu le sparadrap du capitaine Haddock. La question du pouvoir d'achat, ça sera le thème évidemment de la campagne présidentielle. Vous l'affrontez avec solidité, pensez-vous ? Mais écoutez, je vous rappelle, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, qu'avant la crise des Gilets jaunes, le MoDem à plusieurs reprises s'était élevé en se disant l'aile sociale de la majorité, en disant qu'il fallait absolument une politique plus sociale. Ensuite, il y a eu évidemment la crise sanitaire et tout cela a rebattu les cartes. Mais il est incontestable qu'il faudra, si Emmanuel Macron est réélu, ce que nous souhaitons bien évidemment au mouvement démocrate, il faudra une politique sociale et il faudra prendre en compte effectivement les aspirations des classes populaires. C'est bien évident. Éric Revel, le mot de fin. Moi, je vais être tout à fait objectif, comme je le suis très souvent et tout le temps. C'est que les Français qui souvent montrent du doigt l'État trop dispendieux, avec trop de fonctionnaires, ces mêmes Français imaginent que c'est l'État qui imposerait aux entreprises une augmentation des salaires. Or, par définition, c'est la politique salariale des entreprises. Alors, il y a 2 leviers quand même pour l'État. Il y a évidemment augmenter le point d'indice des fonctionnaires qui est gelé depuis beaucoup d'années. Et puis la deuxième possibilité, c'est augmenter le niveau du salaire minimum. Mais il y a 2, à mon avis, écueils très forts aujourd'hui. Si vous augmentez le salaire minimum, d'abord, ça a une répercussion sur l'ensemble de la grille salariale de l'entreprise. Et j'ajoute que nous sommes dans une période d'inflation réelle et d'inflation sous-jacente très importante. Et que même si je ne mets pas du tout de côté la question du pouvoir d'achat, il faut quand même s'interroger, parce qu'une augmentation généralisée des salaires, ça rend plus cher la production et ça augmente l'inflation. Donc l'impression qu'on pourrait avoir avec une augmentation de son salaire d'avoir davantage de pouvoir d'achat peut être rattrapée par une inflation plus forte qui rognera au contraire votre pouvoir d'achat. Et on aura l'occasion évidemment de revenir sur ce thème du pouvoir d'achat très longuement pendant cette campagne présidentielle et notamment avec vous, Éric Revel. Merci à vous, France Quatrebeuf, Nicolas Vidal, Éric Revel, d'avoir été avec nous pour ce décryptage.